L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Oui, j'ai encore fait venir les meilleurs ce soir dans les décodeurs de l'écho. Tenez, Rodolphe Bonas, vous le connaissez, vous l'adorez dans Innover pour le commerce le week-end avec Karine Vergnol. C'est le président de CEACOM, grand acteur, grand spécialiste de tout ce qui est donc le monde de la distribution et du commerce. Philippe Chalmin, bien entendu, président de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Il est professeur d'économie à Paris-Dauphine et chaque année, il rédige lui-même le rapport Cyclope sur les matières premières. Justement. Autre acteur, c'est Ange Loin, il est vice-président du CNJA, les jeunes agriculteurs, et Dominique Amirault, président de la FEF, la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, qui représente des milliers de PME qui agissent donc dans l'alimentaire, justement, dans l'industrie alimentaire. Alors, Emmanuel Macron, cet après-midi, donc, arrangiste, d'où vous étiez d'ailleurs, Philippe Chalmin, il annonce une loi pour mieux rémunérer les agriculteurs. Nous modifierons la loi pour inverser la formation du prix qui partira cette fois du coût de production. On verra ce que ça représente justement. Et en échange, je vous le disais, il y a une sorte de pacte de marché. Il appelle à un renforcement des filières. Le président de la République. Il y a des producteurs aujourd'hui qui produisent dans des conditions qui ne sont pas soutenables, qui produisent trop peu, à des qualités trop faibles. Ils doivent faire l'objet de regroupements. Et donc ces références éviteront de maintenir des prix anormalement élevés pour protéger celles et ceux qui ne se réforment pas. Elle permettra de s'organiser au niveau de chaque filière, de définir le bon prix de référence et d'inciter chacune et chacun à prendre dans la filière sa responsabilité. Voilà, on reviendra sur les propos du président de la République. Mais c'est vrai, je vous disais, donc, les agriculteurs souffrent, leur revenu est à la baisse. Je cite la sécurité sociale des agriculteurs, la mutuelle sociale agricole, la MSA. C'est le chiffre, 30% d'entre eux ont un revenu inférieur à 350 € par mois en 2016 et parmi eux, près de 20% étaient en déficit. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Rodolphe Bonas? On parle de guerre des prix, de guerre des promotions. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ce petit monde? Alors en fait, en réalité, c'est vrai qu'on est face à un marché ultra concurrentiel et avec une chaîne qui finalement aboutit à une destruction de valeur sur la totalité des acteurs. Parce que si vous regardez en effet les agriculteurs qui sont d'un côté de la chaîne, on a la situation que vous venez de décrire, Fabrice. Mais si on regarde de l'autre côté aussi, côté du commerçant final, finalement, les marges des distributeurs, qui sont de l'ordre de 1,5 à 3%, sont pas non plus pléthoriques. En revanche, donc personne n'est satisfait de ce système. Exactement. Mais en revanche, la vraie question qui est en train de se poser aujourd'hui, et qui est là sur la table depuis un moment, c'est finalement comment est-ce qu'on retravaille la redistribution des marges et comment est-ce qu'on les garantit par filière. Parce que ça va être ça le vrai enjeu. Parce que c'est vrai qu'une manière générale, dire j'ai un hypermarché, je fais 1,5% de résultats à la fin, c'est pas beaucoup, mais il va falloir regarder produit par produit, filière par produit, et filière par filière, exactement là où on gagne et là où on perd. Et c'est bien ça l'enjeu qu'on a aujourd'hui à mettre sur la table. Philippe Chalmin, la filière alimentaire, elle est fragilisée maintenant depuis des années, 4, 5 ans, peut-être plus, je ne sais pas, par ces baisses consécutives, donc de baisse de prix imputables à la guerre des prix. C'est ces promotions que se livrent les enseignes de la distribution. Tout ce petit monde est bouleversé. Oui, mais soyons honnêtes, le problème est quand même un tout petit peu plus compliqué. On a vécu pendant des années dans un système où les prix étaient garantis. C'était la politique agricole commune. Et cette politique agricole commune, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, ça va être un de nos chantiers, nous allons la redéfinir. Mais pour l'instant, cette politique agricole commune, elle a abandonné la fonction formation du prix. Et aujourd'hui, et c'est ça le problème, c'est que pour de très nombreux produits, le prix, il est non seulement français, mais européen et même mondial. Alors c'est le cas pour les grandes matières premières agricoles, les céréales, les oléagineux et le sucre, ça ne nous pose pas trop de problèmes. Là où ça coince, c'est en particulier pour les produits laitiers et les viandes, où les références internationales ne sont pas totalement représentatives au niveau français. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé, je sors donc... Oui, vous étiez arrangiste, il y a encore 20 minutes. Et je dois avouer que ça a été un remarquable exercice. Je dois avouer, en tant que prof, bravo l'artiste, parce qu'il a été remarquable. Il a été remarquable, et ce qu'il a dit
Et c'est pour ça, vous avez dit, il va y avoir une loi. Oui, il y aura peut-être une loi, mais c'est pas l'essentiel. Parce que vraiment, il a fait un remontage de bretelles. Et un remontage de bretelles vraiment assez dur, en disant, mais c'est à vous de vous débrouiller. C'est à vous. Vous c'est qui? Les agriculteurs, les industriels, les distributeurs. Il y avait tout le monde. Dans la salle, il y avait vraiment tout le monde. Une bombe aurait explosé. On faisait table rase, c'est passé, on repartait à zéro. Ouais. Donc, c'est à vous de vous débrouiller. C'est à vous de rentrer dans cette logique de contractualisation. C'est à vous d'aller vers ce juste prix. On va, justement, pardon, l'expression juste prix, je trouve qu'elle a été un peu trop utilisée. On va en parler après des annonces faites par le président de la République. Je voudrais déjà qu'on parle du constat aujourd'hui. Tiens, professeur Chalmin, à Paris-Dauphine, faites-nous un petit cours, très court, hein, bien sûr. Hein, bien sûr, non. Comment aujourd'hui sont fixés les prix de l'alimentation dans les magasins? Ils sont essentiellement fixés sur la base de ce que nous appelons la guerre des prix, avec une extraordinaire stabilité des prix des grands produits alimentaires que nous suivons à l'Observatoire. En clair, votre plaquette de beurre, votre brique de lait UHT, votre kilo de viande hachée, votre jambon sous cellophane, ils coûtent à peu près le même prix depuis 10 ans, voire légèrement en baisse. Ce sont des produits d'appel, et c'est vrai qu'on a un peu instillé aux consommateurs l'idée qu'un prix alimentaire devait être un prix bas. Quand nous présentons chaque année notre rapport au Parlement de l'Observatoire, souvent vos confrères me disent « alors qui s'en met plein les poches ?» Et je réponds que celui qui s'en met plein les poches, c'est le consommateur. Le problème, c'est qu'il s'en rend pas totalement compte. Parce que nous avons eu cette habitude d'avoir une guerre des prix au sein de la grande distribution, et en particulier sur les produits alimentaires. Serge Papin, qui présidait un des ateliers, a dit très justement, au fond, on sait très bien que là où on va se battre tous, ça va être sur un certain nombre de produits de grande consommation, la plaquette de beurre, le pot de Nutella, etc. Et par contre, on va marger sur la pomme Gala, sur un certain nombre de produits sur lesquels le consommateur fera moins attention. Donc l'idée, c'était ça, derrière l'encadrement des promotions, derrière tout le débat et la controverse sur le seuil des reventes à perte, sur lequel d'ailleurs le président n'a pas tranché. Bon, ouais, justement, un petit peu décevant là-dessus. Bon, en même temps. Décevant, peut-être. Attendez, on va en parler. Le CNJA, les jeunes agriculteurs, vous, Aude-Loin, vous êtes le vice-président du mouvement agricole, vous êtes vous-même exploitant, donc producteur de lait en Alsace, hein, c'est ça? C'est ça. En Alsace, vous avez manifesté donc plusieurs centaines, place de la République aujourd'hui à Paris pour demander une amélioration du prix de votre production. Il y avait des affiches qui expliquaient par exemple que sur une baguette de pain à 90 centimes par exemple, le producteur de farine reçoit 4,6 centimes. Voilà, je parle du producteur de farine, mais il y a eu d'autres exemples concernant les denrées agricoles. Est-ce qu'on peut parler de grande braderie sur l'alimentation, de dumping? C'est la faute à qui dans tout ça? Alors effectivement, on a voulu aujourd'hui, pour revenir un peu sur ce qu'on a fait à Place de la République, aller au contact du consommateur aussi final pour essayer de leur expliquer comment ça se passe et cette répartition de valeur qui d'après nous n'est pas tout à fait juste et où l'agriculteur se retrouve lésé. On peut prendre différents exemples. Hein. Effectivement, la farine y était, et une notion sur laquelle je répondrai à M. Chalmin, où aujourd'hui le prix de vente est très stable, mais le coût de production n'est jamais pris en compte dans les produits alimentaires, et ça c'est une grande catastrophe parce que il faut rester réaliste. Aujourd'hui on est quand même dépendant du climat, on est dépendant de différents aléas, les cours mondiaux peut-être, mais surtout les aléas climatiques qui restent, nous on est dépendant de la nature, on la protège aussi et on en est dépendant, donc il faut obligatoirement que le prix soit construit en reprenant cette notion de variabilité qui peut être faite. Et après je reprendrai aussi des propos en disant que... Et c'est qui la faute alors ? À qui la faute? Effectivement, cette guerre des prix ne nous a pas aidés, et cette volonté d'avoir toujours des prix les plus bas ne nous a pas aidés. On comprend la position du consommateur
qui n'a pas envie de payer plus cher. Ça, nous, on n'est pas là non plus pour faire payer le consommateur plus cher, mais quelque part, il faut qu'on ait une prise de conscience et on verra dans l'ensemble de la chaîne. Il y aura une augmentation. Il est dit que les marges. Qu'on entendra tout à l'heure, il craint une augmentation des prix. Hein. Il est dit qu'il n'y a pas une grande, qu'il y a une destruction de valeur dans la chaîne. Ça, j'en suis conscient. On en est tous conscients. Qu'il n'y a pas de valeur dans la chaîne, ça, c'est encore un autre problème. Je pense que la répartition de la valeur doit aussi être bien réfléchie. Aujourd'hui, c'est une de nos pistes, c'est ça, c'est comment réussir à répartir quand même cette valeur. Comment mieux intégrer la réalité des coûts de production. Dû à la différence, effectivement, d'échelle entre l'aval et l'amont, hein, on en est bien conscient. Hein, nous, on est répartis sur tout le territoire, on est un nombre très important face à 5 centrales, 4,5 aujourd'hui, centrales d'achat, face à 300 000 exploitants agricoles. Donc, effectivement, la balance est très différente. Alors qu'on a une répartition sur tout le territoire, on a des apports différents que juste de l'alimentaire aussi, quoi. Ça, il faut aussi bien le prendre en compte dans cette réflexion-là. Alors, les industriels de l'alimentaire, hein, l'ANIA, la grosse association donc, qui expliquait il y a quelques jours qu'1 milliard d'euros par an sont détruits par la guerre des prix. Ça représente 30 centimes par personne et par semaine. Et ce qu'il disait, ces 30 centimes peuvent sauver la filière alimentaire. Cette guerre des prix, puisque vous êtes aussi un industriel, vous représentez les industriels de l'alimentaire, à la tête de la FEF, Dominique Amirault, elle fait peser aussi de lourdes conséquences sur l'investissement. Il y en a de moins en moins. Je représente plutôt les PME, ce qui est un peu particulier. Et donc, comme fournisseur de la distribution, je pense que le problème, c'est bien la destruction de valeur. Et là où il y a une confusion, c'est la cause. Et on confond la cause et les effets. La véritable cause de la destruction de valeur, c'est le déséquilibre entre un aval très concentré, 5 centrales d'achat, 80 grandes entreprises, de l'autre côté, 300, 400 000 agriculteurs, 70 000 PME, et bien entendu, il y a un rapport de déséquilibre. Et c'est ça la vraie, véritable cause. C'est pas la guerre des prix. D'ailleurs, nos prix en France sont pas plus élevés qu'ailleurs, ou plus bas qu'ailleurs en Europe. Donc on est dans la moyenne. Le vrai problème, c'est la répartition de la valeur, et c'est lié au déséquilibre qu'il y a entre l'amont et l'aval. Et c'est là qu'il faut trouver des solutions. Or, je ne vais pas parler du CRP parce que je crois que c'est après, mais ce n'est pas une solution au problème. Ce n'est pas une solution au problème. C'est pas parce que vous augmentez les prix à l'aval. C'est pas la seule solution. Non. C'est pas la solution. Parce que le problème, on accroît les marges à l'aval, très bien. Mais rien ne garantit qu'on renverra l'ascenseur au niveau des agriculteurs. C'est bien la question. Or, la solution, on l'a. Ce sont les tarifs. On ne peut plus passer nos tarifs depuis 10 ans, depuis qu'il y a l'AME. Donc on n'arrive pas à passer les coûts et les cours de l'agriculture pour les répercuter aux agriculteurs. Et c'est ça le problème de fond. Hein, c'est bien d'inverser comme... Rodolphe Bonaz, il y a en effet deux sujets. Je pense je suis pas tout à fait d'accord pour dire que le seuil de revente à perte n'est pas, en fait, le rehaussement de cet élément n'est pas un élément de solution. Oui, ça l'est, à condition que ce soit accompagné d'une garantie derrière. C'est-à-dire là où je vous rejoins aussi, c'est-à-dire qu'il faut être certain que ce soit redistribué. Je vous interromps. Le seuil de revente à perte, donc en dessous duquel le distributeur n'a pas le droit c'est le prix d'achat, en fait. De vente. Alors oui, il est déterminé comment? Par le prix d'achat. C'est-à-dire il a un prix d'achat et il ne peut pas vendre en dessous de ce prix d'achat. Et en fait, ce qui est proposé aujourd'hui, pour faire simple, ce dont on parle, en fait, tout simplement, c'est ce qu'on appelle la péréquation des marges. Hein, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un magasin, pour le dire très très simplement, eh bien, même si vous gagnez que 1,5%, il va falloir jouer avec les marges pour essayer d'arriver à se rééquilibrer, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc on est bien au cœur de ce problème-là et de cette logique de valeur. Et là, l'idée, c'est de se dire que si j'augmente sur certains produits ce seuil de revente à perte, je vais créer de la marge additionnelle sur les produits type le Nutella, le Coca, qui sont des produits etc. Sur lesquels on est très proche de zéro. Pourquoi? Parce que c'est des produits psychos. C'est ce qui fait venir les clients en magasin. Et on dit, on va augmenter ce prix-là pour dégager une valeur qu'on veut redistribuer de l'autre côté. La question, c'est quelle garantie par rapport à cette redistribution? Mais l'idée n'est pas mauvaise, parce que dans tous les cas de figure, si on veut arriver à rechanger cette logique de redistribution des marges, il va falloir que les produits soient vendus un peu plus cher sur certaines filières. C'est obligatoire. Donc finalement, si je résume, Philippe Chalmin, l'alternative, c'est quoi? C'est soit on paye mieux le producteur, soit on protège le pouvoir d'achat du consommateur. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué dans la mesure où la maîtrise... si, parce que suivant les filières, nous avons ou nous n'avons pas la maîtrise des prix agricoles. Le prix du porc, par exemple, il se fixe sur quelque chose qui s'appelle un marché et sur lequel va se rencontrer une offre et une demande. Pour l'instant, les producteurs de porc sont plutôt heureux parce qu'il y a une telle demande chinoise que le prix du porc est élevé. Et cela dans toute l'Europe.
Maintenant, tout est relatif parce que les producteurs de porc, pendant des années, il y a 3 ans, voilà. En clair, il y a 3 ans, on était à 1,10 € le kilo sur le marché. C'est un mieux dans aujourd'hui, on est aux alentours de 1,40 €. Donc aujourd'hui, ils respirent un peu. C'est ça, hein, on est plutôt. On est en train de subir une baisse sur le marché du porc qui montre aussi des fluctuations et une maîtrise pas garantie de ce marché-là. Non, mais on est à 1,20 €, enfin j'ai peut-être pas les derniers. Le problème, il a bien baissé plus que ce qu'on a attendu. Et on a certains d'ailleurs commerçants qui sont engagés à maintenir à 1,34 ou 1,35 le cours. Alors, pour essayer d'éviter cette logique-là. Le problème, c'est qu'il va falloir quand même. On peut pas réinventer la politique agricole commune. On peut pas décider de prix en France qui ne seraient pas des prix au niveau européen. Donc je crois qu'il faut accepter de vivre avec ces marchés. Par contre, on peut utiliser ces marchés. Sur le porc, c'est pas très compliqué de s'engager sur une contractualisation de moyen et de long terme et de dire on s'engage sur un prix moyen. Si le prix est plus élevé, ce sera pour l'acheteur. Si le prix est plus bas, ce sera pour le vendeur. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut imaginer. Mais pardon Philippe, on n'a pas entendu dans le passé comme ça, dans les états généraux, des livres blancs, etc., des bons comportements, des bonnes pratiques. On les a souvent mis en avant, on l'a souvent proposé ce type de choses. C'est nouveau vraiment ce qu'on propose aujourd'hui ou pas ? C'est pas tant nouveau, c'est que pour la première fois, j'ai entendu un président dire le problème, il est chez vous. Il n'est pas au niveau du législateur. D'accord. On veut bien vous accompagner, mais c'est à vous quand même de vous débrouiller. Car, il ne l'a pas dit, mais tout le monde le pense. Les conditions de marchés agricoles, les conditions de concurrence dans la distribution, elles sont partout pareilles en Europe. Chez les Allemands, la concentration de la grande distribution, elle est aussi dure. Et ce sont les Allemands qui ont inventé le hard discount, les Aldi, les Lidl, etc. Il n'y a pas ce genre de crise en Allemagne. Parce que les gens sont des adultes, sont capables de se parler entre eux, ils sont capables de signer des accords et de ne pas les remettre en cause. En France... Il y a aussi une différence peut-être, Philippe Chalmin, dites-moi, c'est que peut-être la filière agricole est moins éparpillée en Allemagne. Il y a autant d'agriculteurs, alors c'est vrai, ils sont davantage regroupés, davantage organisés. Sur la diversité agricole, je pense que l'Allemagne a une moins grande diversité agricole que la France. Ça peut quand même jouer. Il y a une meilleure productivité, bien meilleure productivité, des coûts de production qui sont plus bas. La petite agriculture du sud de l'Allemagne, elle est très comparable. Vous êtes alsacien, je pense pas que l'agriculture de l'autre côté du Rhin soit très différente dans vos régions. Il y a effectivement, enfin on n'est pas là sur le débat entre la France et l'Allemagne sur le modèle agricole entre la France et l'Allemagne. De la France et l'Allemagne, ça suffit. Oui. Après, je serais revenu là-dessus en parlant de contractualisation parce que clairement, c'est un des points que vous avez abordé. Je pense que là, il y a une vraie piste à jouer et même si le gouvernement nous dit débrouillez-vous entre vous, ce qui, je pense, est une part du problème, il faut aussi qu'on s'en sorte entre nous et qu'on trouve des solutions nous-mêmes. Ça, j'en suis tout à fait conscient, mais il faut que la législation nous aide. On a fait des propositions, on peut en sortir, hein, les organisations de producteurs à fin commerciale, hein, c'est ce que nous on demandait aussi dans les états généraux. Il vient de le dire. Il vient de le dire, donc là-dessus on est satisfait et on verra comment ça se met en place. Mais c'est ce genre de situation qui est déjà aussi possible en Allemagne et que les Allemands font peut-être mieux que nous aujourd'hui. À regarder là-dessus. La contractualisation aussi, où dans la contractualisation, il faut qu'on arrive à avoir les 3 acteurs de... Donc nous producteurs, les industriels PME et la distribution qui soient d'accord avec nous, quoi. Les consommateurs, et on arrive à faire de la contractualisation sur du long terme, sur du plus long terme aussi, avec cette notion de coût de production que j'ai déjà abordé avant, qui doit être intégrée dans ces contractualisations aussi, quoi. Si, juste une question encore pratique, technique. Rodolphe Bonas, Philippe Chalmin, je vous donne la parole, Dominique Amirault, promis. Quand on parle de redéfinir le seuil de revente à perte, bon, très bien, pour qu'ils tiennent compte des coûts de distribution, comment ça fonctionne justement, qu'ils tiennent compte aussi des coûts de production aussi, bien sûr. Comment est-ce que ça fonctionne? On le grimpe de combien? On le monte de combien? Là, l'idée, il y avait des chiffres qui étaient avancés, 15, 30%, mais en revanche, c'était ciblé sur certaines catégories de produits. C'était ça l'idée, en fait. C'était de dire que tous ces produits, finalement, venant des grandes marques, hein, ce qu'on appelle les produits psycho, hein, ceux qui font venir les clients en magasin, le Coca, le Nutella, pour ne pas les citer, l'idée, c'était d'augmenter ce seuil de revente à perte pour refabriquer de la marge. C'était ça, en fait, hein, l'idée, Fabrice. Et après, pour la redistribuer. La question, c'est comment on fait?
Hein. Ouais. C'est ça le point. Mais c'est un point qui est important. On veut juste aussi signaler un point, c'est que je pense que par rapport à ces états généraux, il y a quelque chose d'assez nouveau, c'est que l'ensemble des 3 typologies d'acteurs dont on a parlé, c'est agriculteurs, industriels et distributeurs, sont tous dans une logique dans laquelle de se dire on est conscient, ce n'est plus possible. On doit changer le système, on doit changer de paradigme. Vous aussi, Dominique Amirault, vous dites qu'il faut changer. Moi, j'ai 2 remarques. Le SRP, je suis contre, parce que c'est un moyen d'économie administrée, et on prétend qu'on va changer la péréquation qui se fait les entreprises, alors que le propre d'une entreprise, c'est de faire des péréquations. On ne fait pas les mêmes marges selon les produits, les canaux. Donc ce n'est pas le problème de fond. On est en train de faire... c'est un remède placebo, qui fait plaisir à tout le monde, mais qui ne règle pas le problème parce que ce n'est pas la cause du problème. Le problème, j'y reviens, c'est le déséquilibre. Et c'est le prix qui est entre l'aval et l'amont qui est le sujet. Et pour trouver une solution là, c'est pas la peine de faire de l'économie comme on en faisait à 40 ans avec les SRP qui vont avoir un effet mécanique d'augmentation des prix. Je ne sais pas de combien, mais Michel-Édouard Leclerc l'a précisé, c'est vrai qu'il y a un risque. On va l'écouter. Le deuxième point, c'est que le vrai problème, pour retrouver l'équilibre, il faut aller dans un esprit beaucoup plus coopératif, tel qu'on le trouve par exemple chez les anglo-saxons. Notre problème, c'est qu'on est conflictuel en France. Et c'est vrai que notre responsabilité, c'est la nôtre. C'est à nous de trouver les solutions. Et je vais donner un exemple très concret qui marche. Quand on a eu les murs 2008, ça a été une catastrophe pour les marques PME. On a perdu 3 points de part de marché. Donc en 2012... juste, rafraîchissez-nous la mémoire. À cause de quoi ? À cause de la guerre des prix. 3 points. Parce que, effectivement, les grandes marques se sont battues à mort pour garder leur marché à coup de promotion, de baisse de prix. La conséquence, c'est que les PME n'ont pas pu résister. Elles sont pas faites pour la guerre des prix. Je termine. Oui, mais... Elles ont pas... Donc on a décidé, avec la distribution, de faire des accords avec la FCD. On l'a fait avec les différentes enseignes. 15 accords pour faire des relations commerciales à la fois différenciées, parce qu'on ne traite pas un grand groupe comme une PME, et à l'intérieur de groupes homogènes, on peut avoir un rapport collaboratif. Eh bien, la conséquence de ce rapport collaboratif, c'est que c'est créateur de valeur. Aujourd'hui, 80% de la croissance de la grande distribution s'explique par les marques PME. Donc quand on est collaboratif, on crée de la valeur par la différenciation et à ce moment-là, on peut effectivement gagner des marchés et à ce moment-là, on peut aborder la question de la répartition de la valeur qu'on a créée. Mais c'est le collaboratif. Je comprends très bien. Ce que je ne comprends pas, c'est que d'un côté, vous dites je suis contre cette logique de SRP puisque c'est un placebo selon vous. Et de l'autre côté, c'est étrange parce que finalement, ce SRP, le fait de remonter ce SRP sur certaines lignes de produits, ça va vraiment bénéficier à vos entreprises. Pourquoi ? Parce que, laissez-moi terminer, parce que finalement, ça va créer un écart tarifaire plus important sur les marques nationales et vous allez pouvoir vous différencier sur votre partie. Donc, c'était pas quelque chose, à mon avis, qui était à votre encontre. C'est pour ça que cette remontée du SRP sur certaines lignes de produits qui sont les grands groupes industriels, je peux vous garantir que les grands groupes industriels, eux, ils n'ont pas du tout envie de le mettre en œuvre parce qu'ils ont bien compris que c'était le retour en grâce de la marque distributeur et des produits qui sont gérés par vos fédérations. Réponse courte, Dominique Amirault. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce SRP, ce seuil de revente à perte, je le redis parce que c'est peut-être pas forcément c'était un SRP clair. Ciblé, Fabrice, voilà. C'est très Président important. de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France. Répondez à Rodolphe Bonas. Non, moi, à mon avis, c'est une vue de l'esprit, parce que c'est pas parce que les distributeurs vont gagner plus d'argent avec les marques nationales que pour autant, les distributeurs vont déplacer pour réduire leur marge sur les produits PME. Ce n'est pas vrai. Chaque entreprise a la liberté de choisir son propre positionnement stratégique et sa péréquation, c'est le propre d'une entreprise, c'est un positionnement stratégique. Donc on se met le doigt dans l'œil en pensant que ça va revenir. Philippe Chalmin, professeur Chalmin. On se focalise sur le SRP alors qu'objectivement, ça n'était qu'une mesure un peu symbolique. J'en étais assez partisan pour 2 raisons. La première, c'est un signal largement envoyé aux consommateurs en leur disant attention, c'est fini de la guerre des prix et il sera peut-être temps que vous participiez aussi aux efforts collectifs. Et puis, c'est vrai qu'il paraît assez légitime que le SRP, qui est l'interdiction de vendre moins cher qu'on a acheté, eh bien, on intègre dans ce SRP des frais logistiques. Moi, j'avais entendu parler de 15% sur 15%. L'ensemble des produits alimentaires. Là où Michel-Édouard Leclerc
était d'une mauvaise foi, comme il sait l'être de temps en temps quand même, c'est quand il mettait en avant... épargnez-vous, on va l'entendre dans un instant. Voilà. Frise ou le rouleau de papier toilette. Bon. Ça, c'est une autre chose. Eh bien, on va l'écouter dans un instant. En attendant, est-ce que Macron peut peser sur les prix en rayon, un grand discours cet après-midi donc à Rungis, devant les différents acteurs, les industriels, les agriculteurs, la grande distribution également. On revient vite avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business. L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. C'est un vrai pacte qu'a proposé donc à tous les acteurs de la filière, de la distribution, de l'agriculture, des industriels. Emmanuel Macron cet après-midi à Rungis et notamment vis-à-vis du monde agricole. Que leur dit-il? Organisez-vous en filière, tendez vers la qualité et puis je m'engage donc à faire en sorte que cette spirale des prix à la baisse s'arrête. Il veut modifier la loi pour inverser la formation du prix qui partira cette fois du coût de la production. Oui, est-ce que vous représentez les jeunes agriculteurs, Angelon, vice-président du CNJA, est-ce qu'il faut proposer que les prix payés aux agriculteurs soient fixés à partir de leur coût de revient sur lequel finalement distributeurs, transformateurs vont se greffer, alors que jusqu'à présent c'était exactement le contraire? Eh bien, il nous semble en effet important de prendre en compte le coût de production, étant donné que c'est une variable dont on n'a pas les moyens de le fixer. Si cette année on a eu une catastrophe de gel au printemps, on peut rien y faire. On n'a pas aujourd'hui de filet de sécurité pour compenser ça. Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous semble très important. Notre président a sollicité aussi nos organisations interprofessionnelles, les différentes interpros dans les différentes filières, pour réfléchir à ce système et comment pouvoir mettre en œuvre ce système. C'est vraiment leur responsabilité à eux aussi de savoir comment calculer les prix. Les interpros ont un rôle important à jouer dans l'observation des prix et la construction des prix. Donc c'est bien parce que c'est eux qui ont été sollicités par le président. Donc. Philippe Chalmin qui préside l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Comment ça pourrait fonctionner? Il y a une idée aussi, c'est que quelque part il y a un phénomène de ruissellement, c'est-à-dire que finalement, le fait qu'on fixe ce type de prix fera du bien quelque part au monde agricole. Alors, le monde agricole, effectivement, en a besoin, dans la mesure où dans de très nombreuses filières aujourd'hui, les prix de marché ne couvrent pas la réalité des coûts de production. C'est vrai. Et des prix vertueux, c'est bon pour le monde agricole. D'autre part, mais je vois toutes les difficultés à mettre cela en place. Voilà. Parce qu'on ne peut pas mettre ça en place uniquement au niveau français, puisque nous sommes, comme je vous l'ai dit, sur des marchés au minimum européens et souvent mondiaux. Et que, d'autre part... Donc tout président de la République qu'il est, il n'a pas le pouvoir de changer le cours des prix, quelque part dans les rayons. Il y a quand même des progrès que l'on peut faire. Et même en tenant compte de cette réalité de prix mondiaux, qui eux n'ont rien à voir avec les coûts de production, on peut quand même améliorer les choses. C'est le cas en particulier dans la filière laitière. Parce que dans la filière laitière aujourd'hui, les seuls signaux que l'on a, ce sont des prix internationaux du beurre et de la poudre de lait, qui sont représentatifs certes de quelques matières premières laitières, mais certainement pas de votre lait, si par exemple il sert à faire des produits frais et du yaourt. Donc ce à quoi on va s'attaquer, en particulier au niveau de l'Observatoire, c'est d'essayer d'arriver à de véritables prix moyens, tenant compte un petit peu du mix produit, presque, je dirais, de chaque laiterie. Là, on aura fait un progrès. Maintenant, ensuite, quel est le coût de production d'un producteur laitier ? Vous l'avez entendu, Emmanuel Macron dit il faut peut-être se réunir. Est-ce que je vais mettre au même niveau un petit producteur de lait qui a une cinquantaine de vaches ? Il est producteur de lait en juin en Alsace. La ferme de 1000 vaches. Sur la viande bovine, lorsque vos vaches ont terminé de donner leur lait, on les appelle des réformes laitières, elles vont sur le marché de la viande bovine. Le coût de production d'une réforme laitière n'a rien à voir avec le coût de production d'une race allaitante, un charolais, une limousine ou une blonde d'Aquitaine. Donc on voit bien que cette notion de coût de production, elle va être très difficile à mettre en œuvre, sauf si nous arrivons, sur la base de contrats de long terme, à mettre quand même en place au moins
des indicateurs de variation. Lorsqu'il y a un choc sur un coût de production, là, on pourrait peut-être en tenir compte. Et c'est ça qu'on peut arriver à faire. Mais pas facile à faire en juin. De grâce, si je puis me permettre simplement, Philippe Chalmin, parce que j'ai énormément entendu, alors que ce soit le président, que ce soit les présidents des ateliers, j'ai entendu cet après-midi parler de juste prix, de juste rémunération, de prix responsable. Le président a donné un objectif du juste prix payé. Je suis désolé, en tant qu'économiste, cette notion de juste prix, elle vient d'Aristote et elle est passée pour nous, notamment les Occidentaux, par saint Thomas d'Aquin. Donc relisez saint Thomas d'Aquin si vous voulez en savoir plus. Malheureusement, Rodolphe, en économie, le juste prix, j'ai énormément de mal à vous le traduire parce que ce qui est juste pour l'un ne le sera peut-être pas pour l'autre. Et vous, et le chef de l'État, et le gouvernement. Angelon, un mot, producteur de lait, et Dominique Amirault, donc les industriels des PME. On est d'accord sur la complexité de construire un prix, un prix en fonction des coûts de production. Là-dessus, on est d'accord de la complexité. C'est pas pour ça que ça nous inquiète et que ça nous fait peur. Hein. C'est pas la complexité qui va nous faire peur. Je pense qu'il faut aussi relativiser de cette notion de travailler toujours sur des cours mondiaux. Il y a aussi une consommation française. On est aussi à porter la consommation française, même si on se fait toujours attention à être dans les règles, parce qu'on a déjà été repris par les règles européennes quand on fait la promotion trop importante du manger français. Mais il y a une consommation française qui est directe et qui est d'une certaine qualité, qu'il faut aussi dans la répartition de la valeur ajoutée prendre en ligne de compte, parce qu'il y a cette différence de qualité entre des produits français et des produits mondiaux qu'il faut quelque part aussi payer, et ça c'est aussi important à prendre en compte. Il y a des filières qui marchent très bien là-dessus d'ailleurs. Dominique Amirault. Moi je suis très optimiste, parce que je crois au collaboratif, je crois dans la possibilité de nous prendre en charge, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et ça marche. Et je pense que le moyen de le faire, c'est certainement par les interprofessions longues, parce que beaucoup d'interprofessions n'avaient pas de distributeurs, et dans ce cadre-là, on doit pouvoir s'entendre sur des indices de coûts et de cours. Il faut les deux. Absolument. Et à partir de ça, on peut construire nos tarifs, les fonder. Et à ce moment-là, il faut que la distribution soit dans l'obligation, dans les 3 mois de l'édition de notre tarif, de l'appliquer. Et à ce moment-là, ça sera le retour, effectivement, pour l'amélioration des revenus. Possible. Et là, on est dans le concret, Patrick. Rodolphe Bonas, vous qui suivez, vous qui conseillez parfois, enfin, parmi vos activités, la grande distribution. Alors oui, c'est possible, et même c'est déjà enclenché, hein, c'est-à-dire qu'il y a déjà des grands distributeurs, hein, Intermarché, Carrefour, Auchan, ou même Leclerc, etc., qui ont pris en main des filières complètes, que ce soit sur le porc, que ce soit sur le lait, que ce sont des filières sur lesquelles ils ont signé des engagements pour soutenir la filière en tant que telle. Donc c'est possible, et je pense qu'en plus c'est de l'intérêt de tous. Et puis on a un exemple tout bête dont je vais vous parler, mais qui est un succès commercial terrible, mais c'est le bio. Hein. Finalement, on voit bien que sur toutes les filières bio, d'accord, même si c'est encore compliqué, etc., il n'en reste pas moins qu'on a trouvé un équilibre dans lequel le démarrage, en fait, l'initialisation de la relation passe par finalement le respect de la marge du producteur. Et c'est bien ça qu'il faudrait qu'on arrive à étendre. Ouais. Sauf que le bio est un peu une niche. Oui, oui, bien sûr. Que le problème, si vous étendez la niche à l'ensemble du marché, c'est plus une niche. Parce que vous pouvez jouer le bio, vous pouvez jouer les AOP, vous pouvez jouer les labels de qualité, etc. On peut pas. Il y aura toujours des gens. On peut pas tendre l'ensemble de la filière vers la qualité, vers le haut. C'est possible. Oui, mais enfin, il y aura toujours des producteurs. Il y aura toujours un producteur de lait qui sera pas en zone AOP, qui sera pas qui fera du lait de qualité. Mais est-ce qu'on peut vraiment changer le modèle français en tirant vers le haut? Vous, par exemple, producteur en Alsace, je sais ce que vous faites des produits de qualité. Je fais du lait bio, oui, effectivement, donc je connais un peu le système. Mais si on ne met pas des règles différentes que sur le marché du conventionnel, le bio va le remplacer. On peut aujourd'hui dire tous les producteurs de lait passent en bio, bon, on les oblige, on le fait, mais on aura les mêmes travers. C'est peut-être d'ailleurs le produit qui passera le plus rapidement 100% bio. On aura les mêmes problèmes aujourd'hui si on ne fait pas autrement. Hein. On va retomber dans les mêmes travers, dans la guerre des prix, on fera exactement la même chose avec un marché et la valeur va se dégrader. Alors qu'aujourd'hui, on a une valeur. Je suis un peu d'accord avec monsieur Chalmin, parce qu'on est dans une niche, et cette niche aujourd'hui, si on l'élargit, on aura les mêmes travers. Je pense qu'il faut qu'on fasse d'autres solutions, contractualisation. Puis arrêtez quand même le fantasme du bio.
Je vous rappelle que on a quand même un problème fantasme, quand même, dont nous sommes une toute petite partie, qui est de nourrir 10 milliards d'hommes. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse nourrir 10 milliards d'hommes avec de l'agriculture bio sur l'ensemble de la planète. On fera un sujet un jour sur le bio. Peut-être arrêter une certaine désinformation agroécologique. On a parlé des industriels, on a parlé des agriculteurs, on a parlé des distributeurs. Parlons aussi du consommateur, quelque part. Parce qu'en effet, si le seuil de revente à perte, justement, on y touche, ce fameux SRP, si on le relève, vous avez parlé de 15%, justement. Y aura-t-il ou pas des hausses de prix? C'est le ministre de l'Agriculture, M. Travers, qui a minimisé donc ce matin le risque de hausse des prix de l'alimentation. Que choisir estime qu'un relèvement de 15% du SRP se traduirait dès l'an prochain par une hausse des prix de plus d'1 milliard d'euros. Michel-Édouard Leclerc, tiens, justement, le fameux Michel-Édouard Leclerc, il accuse les États généraux de préparer une hausse de 5 à 15% des prix de la consommation. Il est prêt à augmenter les prix pour les produits alimentaires, mais pour le reste, il ne comprend pas. Que ce soit clair, si c'est le Premier ministre, si c'est le ministre, si c'est le Président de la République, si c'est une autorité de la concurrence qui nous disent « Messieurs Leclerc, Carrefour, Système U, Auchan, etc., on vous demande d'acheter 15% plus cher le porc français, 10% plus cher le lait français, etc., j'obtempère. » Que ce soit clair, c'est oui. Si on nous dit, vous devez prendre des marges minimum, et nous, autorité de la concurrence, on vous les garantit, on vous dit que c'est légal, et chez Leclerc, vous prenez 15% sur les produits frais, ok, ça va pas être facile pour le consommateur, mais si c'est l'autorité qui le dit, je le fais. Je ne serai pas l'ennemi de l'agriculteur. Mais pourquoi, mon Dieu, me faire augmenter le prix de la lessive, le prix des marques multinationales, et au profit de qui ? Parce que comment on va ramener ça aux agriculteurs? Si j'augmente le shampoing Elseve et le Kit Kat, comment on fait pour que ça revienne à l'éleveur de lait ou de viande? Pipo, il y a un truc qui marche pas. Pipo, disait Michel-Édouard Leclerc, il y a une dizaine de jours à Stéphane Soumier dans Good Morning Business sur BFM Business. Bon, il est un peu de mauvaise foi parce que, autant que je sache, alors, il y avait eu tout un débat, est-ce qu'on élargit le SRP à l'ensemble des produits de grande consommation? Le seuil de revente à perte, voilà, je le redis. Là, on serait plutôt uniquement sur les produits alimentaires et les calculs qui ont été faits, alors qu'ils sont variables suivant ceux qui les font, montrent que ce serait quand même relativement minimal. Et puis, à la limite, il faut, et je le dis pour M. Amirault, finalement, il faut aussi faire confiance en son prochain. Si les chaînes de la distribution prennent un engagement, peut-être qu'elles le tiendront. Rodolphe. Oui, alors, ce qui se passe, c'est qu'en effet, dans ce cas présent, le seul élément, ce qui est une réalité, c'est-à-dire qu'on a envisagé un dispositif sans en donner les garanties. Donc là, voilà ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, Michel-Édouard, sur quoi il appuie, c'est simplement de dire... Voilà, écoutez, moi je suis d'accord à condition qu'on donne des garanties. Mais je pense quand même, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en effet, vous avez raison. Il faut miser sur le fait que les acteurs sont mobilisés pour y arriver, pour sortir par le haut de cette crise. Et c'est ça le plus important, je crois, qui est à mettre en œuvre. Il ne s'est pas engagé tellement cet après-midi, Emmanuel Macron, sur l'histoire du seuil de revente à perte. Parce que quelque part, est-ce qu'il n'est pas gêné? Est-ce que le gouvernement n'est pas gêné? Est-ce qu'il, lui, ayant déjà l'image un peu de président des riches, s'il se prend comme ça une hausse des prix, finalement, qui va impacter peut-être les plus faibles, voilà, c'est... Alors, il marche un peu sur des œufs. Alors, oui. Analyse politique, Rodolphe Bonas. Non, alors, c'est pas tant en termes d'analyse politique, c'est qu'il faut bien prendre en considération que lorsqu'on fait ses courses alimentaires, on a le choix parfois entre 5, 7 000, 10 000, 50 000 produits. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va avoir comme effet de modifier la constitution du panier du consommateur. Ça veut dire qu'en effet, les gens vont faire d'autres choix. C'est simplement, c'est ça qu'ils vont arbitrer, comme ça a toujours été risque politique ou pas, Philippe Chalmin? Non, je ne le pense pas. Non. Et pour abonder dans votre sens, n'oubliez pas que la part agricole de notre panier alimentaire, elle est de plus en plus faible. Je vais vous savez, les salades, ça pousse pas dans des petites poches en plastique? Ah bon? Ben oui, voilà. Et ben, nous avons de plus en plus une consommation qui va vers des produits transformés intégrant des services. C'est pour ça, quand on fait le calcul de l'euro alimentaire, il n'y a que 6% de l'euro que vous dépensez dans votre consommation alimentaire qui va à la valeur ajoutée de l'agriculture. Juste encore un mot, puisqu'on parlait, c'était on entendait le président de la République tout à l'heure appeler finalement au renforcement des filières, justement, quelque part, l'union fait la force, pour peser face à l'aval de la filière, voilà, créer des organisations quelque part de producteurs de taille significative. Alors reste à savoir
c'est quoi une taille significative? Comment est-ce qu'on peut favoriser ce regroupement de l'offre pour rééquilibrer les rapports de force sans tomber dans l'entente commerciale? Le fameux cartel des endives qui avait été sanctionné il y a 4 ans par l'autorité de la concurrence. Allez, un mot chacun rapidement. Ange Loin du CNJA, les jeunes agriculteurs. La marge est effectivement faible entre le droit à la concurrence et la création d'organisations de producteurs. Ah oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir à les soutenir, législativement aussi, pour qu'elles aient le droit de devenir des organisations de producteurs commerciales, donc qu'elles aient le droit de faire de l'achat et de revente de produits, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Ouais, ce qui n'est pas le cas, sauf qu'il y a quelques réglementations européennes qui permettent justement, selon certaines circonstances, de vous autoriser à... Il y a effectivement la législation européenne à prendre en compte aussi dans ce cadre-là. Compte tenu des aléas, etc. C'est en cours aussi Allez, Dominique Amiron, un mot très court. Oui, très court. C'est là encore un problème d'équilibre. On a laissé faire le regroupement en alliance à l'achat, ce qui a déséquilibré donc les rapports de force et qui explique les difficultés actuelles. De l'autre côté, quand on essaie de s'associer, de se regrouper pour avoir une politique cohérente et volontaire, eh bien on est condamné. Et là, il y a un déséquilibre. D'un côté, on dit que c'est une atteinte à la concurrence, de l'autre, non. Allez, Rodolphe Bonas, Philippe Chalmin, très court. Simplement, très court pour dire qu'il y a quand même un point positif dans cette affaire, c'est que les consommateurs qui sont en bout de la chaîne, eux, ils sont favorables à soutenir l'agriculture française et ils sont prêts à payer plus si jamais on leur donne une lisibilité sur là où va, entre guillemets, leur investissement commercial. Mais on ne le sait pas toujours. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, on n'a pas cette lisibilité-là. Mais je vous garantis qu'aujourd'hui, tous les développements qui permettent à mettre en valeur l'agriculteur en bout de chaîne, ça fait du commerce en magasin. Philippe Chalmin. Le président a parlé du cartel des endives. Ah, il en a parlé aussi. Ah oui, il a employé exactement ce terme-là pour dire qu'il souhaiterait que l'autorité de la concurrence mettre les choses un peu au clair. Et là-dessus, c'est vrai que traiter de la même manière le cartel des endives et celui de la téléphonie mobile, il y avait vraiment 2 poids 2 mesures. Et alors, je voudrais juste, puisque c'est moi qui parle le dernier, il a parlé, et ça, je crois que c'est important, il a parlé d'une invention de la France agricole. Une invention d'une nouvelle France agricole. Et ça, je crois que ça va quand même dans le bon sens. Il a dit il faut que nous arrêtions de soutenir et de protéger des choix absurdes. Eh bien, quelque part, ça a décoiffé et je pense qu'on se souviendra dans les livres d'histoire du discours de Rungis d'Emmanuel Macron. Eh bien voilà, 11 octobre 2017. Merci d'être venu, c'était sympa. Rodolphe Bonas, donc avec nous, président de CEACOM, et qui intervient à Karine Vergnol le week-end dans Innover pour le commerce sur BFM Business, à la télé, à la radio. Philippe Chalmin, qui rédige chaque année le rapport Cyclope sur les matières premières. Il préside aussi l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ange Loin, vice-président du Centre national des jeunes agriculteurs, qui est éleveur, producteur de lait également en Alsace. Merci à vous. Et puis Dominique Amiron, président de la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, les PME donc de l'alimentaire, notamment grands acteurs de la filière. Merci à tous. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.